Bon, on va passer à la prise en charge d'anesthésie-réanimation des CIV. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Je résume, je rappelle un peu que ce qui va faire l'importance et la difficulté de la prise en charge d'une CIV, ça va être sa classification hémodynamique. Ce n'est pas du tout la même chose en termes de conséquences au niveau de l'anesthésie comme au niveau du post-op réanimation. Si c'est une CIV dite 2A avec un niveau de pression pulmonaire faible, inférieur à 50%, et si vous prenez en charge une CIV 2B fort avec des pressions pulmonaires quasiment équivalentes aux pressions systémiques. Pour le chirurgien, la taille de la CIV, ça ne change pas beaucoup. La taille du shunt ne change pas beaucoup dans la fermeture. La difficulté qu'il a, il vous l'a expliqué, c'est la position même de la CIV, s'il y a des CIV multiples. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un gros shunt ou un petit shunt que la difficulté chirurgicale est plus forte. Par contre, le retentissement sur le patient, ça c'est important, c'est très important. Et on peut aller d'un patient avec une prise en charge, une évolution simple et une sortie de réanimation rapide, ou à l'inverse, des patients extrêmement compliqués. Donc pour vous, du côté réanimateur, dans le bilan, c'est extrêmement important de savoir à qui vous avez affaire comme patient. L'exemple que tu donnais tout à l'heure pour l'enfant de 4 ans avec une CIV avec un gros shunt, on est vraiment dans les formes extrêmes. C'est un patient qui a probablement des pressions pulmonaires à la limite d'être irréversibles, c'est-à-dire que même si on ferme la CIV, probablement il va évoluer vers une maladie pulmonaire, comme vous a expliqué Marilyn Lévy au dernier module, qui nécessitera des traitements à vie dans la mesure où il tiendra longtemps. Et c'est sur ces patients-là qui évoluent vers un syndrome d'Eisenmenger qu'on peut proposer des greffes cœur-poumon avec toute la difficulté qu'il y a de la prise en charge. Donc c'est extrêmement important de savoir à quel patient vous avez affaire quand on dit CIV. D'autre part, vous avez un certain nombre de défaillances associées. Certains patients avec des gros shunts, et lorsqu'ils sont jeunes, peuvent avoir des défaillances ventriculaires gauches extrêmement importantes qui, là aussi, vont s'exprimer fortement en post-opératoire. Et puis aussi, lorsqu'on est amené à prendre des enfants qui ont une CIV avec un gros shunt, qui a évolué, ils ont cassé leur courbe staturo-pondérale, et puis on se retrouve avec des enfants hypotrophes. Et là aussi, encore un élément supplémentaire pour compliquer le post-opératoire. Et un autre élément aussi qui est très important, c'est que l'HTAP de débit entraîne une dilatation de l'ensemble de l'arbre vasculaire pulmonaire. Et donc, vous rentrez dans un conflit avec l'arbre trachéobronchique. Ce qui fait que la compression par les vaisseaux des différentes bronches, ça entraîne des troubles de ventilation. Et la difficulté est que ce sont des patients qui ont, de façon plus ou moins permanente, quand ils ont leur CIV, une pathologie pulmonaire, des troubles de ventilation, voire un début de pneumopathie, une pneumopathie avérée et fébrile. Et donc ça pose un vrai problème parce qu'on va voir l'enfant avec les cardiologues, on va commencer à mettre en place une date opératoire et puis boum, on est en plein dans une situation, manifestement il y a une pathologie pulmonaire infectieuse et on va reculer l'intervention. Problème que si on recule les interventions, arrivé à un moment, au-delà de 9 mois, au-delà d'1 an, on se met dans des grandes difficultés parce que cet HTAP qu'il va avoir sera peut-être plus tout à fait aussi facilement réversible. Donc, ces patients-là, il va falloir trouver le bon moment pour les opérer et ça devient une urgence. C'est-à-dire que on vous dit qu'il est bien, la mère dit qu'il n'a plus de fièvre, il n'a plus d'antibiotiques, il n'a plus rien, eh bien il faut se le programmer vite de façon à ce qu'on ne retombe pas dans un nouvel épisode. Par exemple, les CIV programmés en novembre, c'est très difficile de tenir parce que c'est là où tous les virus arrivent et donc souvent ces malades sont reportés. Si on se laisse aller à l'opérer alors qu'il est un peu limite, un peu d'encombrement, une CRP un peu élevée, des petits trains fébriles, là on s'ouvre des complications majeures en post-opératoire et qui peuvent conduire au décès du patient. Donc cette affaire-là, elle est assez compliquée. Alors, la prise en charge péri-opératoire, ça dépend, je l'ai dit, de l'âge du patient. S'il y a un hyperdébit, eh bien, plus l'hyperdébit sera fort, plus forte sera l'intolérance. Les enfants qui n'ont pas pris de poids, la radio pulmonaire qui est surchargée, attention de ne pas arriver au moment de la surcharge pulmonaire majeure, parce que c'est trop tard. On est presque trop tard, on s'est mis dans les difficultés. Alors ça, c'est une pratique que j'ai vue dans pas mal d'endroits. L'enfant a son shunt, a sa CIV,
il continue de prendre un petit peu de poids, on attend. On dit, bah, s'il fait 1 ou 2 kilos de plus, ça sera plus facile pour l'opérer. C'est un mauvais calcul. Parce que, en fait, il va traîner de plus en plus, il va stagner en poids, et puis surtout, il va commencer à charger énormément sa circulation pulmonaire. Et vous avez probablement vu des tableaux où les 2 poumons sont extrêmement chargés. Ça, on va le payer pendant la CEC. On va le payer pendant la CEC, puis on va le payer en post-opératoire parce qu'on va avoir beaucoup de mal à avoir une récupération pulmonaire correcte, et donc ça va être des durées de ventilation prolongées. Donc, il faut les proposer à la chirurgie avant que la radio soit vraiment chargée. Il y a des signes qui montrent qu'il y a une surcharge, mais il ne faut pas arriver au stade des poumons blancs, comme j'ai déjà vu dans ma carrière, dans différents endroits. Après, ça, ce problème-là dont je vous ai parlé, c'est si les patients sont vus tard. Donc ton exemple est un exemple d'un enfant de 4 ans, mais quand on reçoit des enfants en humanitaire, c'est tout à fait habituel de recevoir des enfants en hyperdébit alors qu'ils ont 2 ans et plus. Donc ça va être très compliqué. Ce qu'on disait tout à l'heure, la case cathétérisme, dans ce cas-là, elle est obligatoire. Parce qu'il faut qu'on sache si ces pressions pulmonaires sont réversibles. Donc on va tester les différents produits au cathé. Donc c'est là où au cathé, on va faire des épreuves au NO. Et c'est très important de voir quelle est la réversibilité ou pas, quel est le pourcentage de réversibilité lorsqu'on met du NO. Quelquefois même, lorsqu'on avait des patients qui au NO réagissaient pas suffisamment, eh bien au cathé, on a volontairement rajouté des produits vasodilatateurs pulmonaires, comme la prostacycline inhalée, c'est l'Iloprost, de façon à voir si, en post-opératoire, on aura les moyens d'agir. Et puis en même temps, ça veut dire que ça va être réversible, et pour le long terme, c'est plutôt une bonne chose pour le patient. Maintenant, on pourrait arriver à opérer les patients avec un niveau de pression pulmonaire élevé, peu réactive, et une des techniques consiste pour certains, c'est d'arriver, on laisse un petit shunt à travers la CIV avec un petit clapet qui permet de temps en temps de pouvoir échapper. C'est bien, ça lui permet de survivre dans le post-opératoire. Par contre, ça ne va pas du tout régler la maladie pulmonaire qui va s'exprimer dans les années à venir. Donc, le mieux, ces patients-là, c'est vraiment les dépister précocement et les opérer dans le bon timing dont on vous a parlé. Après, le type anatomique va aussi faire l'abord chirurgical. Alexandre vous en a parlé. Il est évident qu'il vaut mieux préférer un abord chirurgical par l'oreillette droite, voire par le tronc de l'artère pulmonaire, plutôt que d'être obligé de faire une ventriculotomie lorsque c'est particulièrement complexe. Ça arrive, mais les conséquences ne seront pas les mêmes. Si on fait une ventriculotomie droite pour fermer les CIV, la fonction droite va être altérée pendant un moment après. Mais ça arrive. Des fois, la complexité fait que le chirurgien est obligé d'aller ouvrir le VD pour ça. Ensuite, on a un certain nombre de malformations cardiaques qui sont associées tout à fait classiquement avec une CIV. On peut avoir des CIA. Alors ça fait des tableaux assez complexes parce que c'est à la fois de la surcharge en pression et en volume. Et il s'avère que ces patients CIA qui chantent de façon conséquente CIV sont des patients lourds à gérer en réanimation parce que l'adaptation, une fois les shunts fermés, va être longue. Et c'est là où l'arsenal des vasodilatateurs a montré tout son sens et son intérêt. Et puis, vous savez, on vous a expliqué, il y a les CIV qui sont associés à des sténoses pulmonaires, c'est ce qu'on appelle les CIV4. A priori, c'est des CIV qui passent relativement bien, puisque les poumons, naturellement, ont été protégés. C'est comme s'ils avaient un cerclage de l'artère pulmonaire dès l'origine. Donc, en général, ces patients-là, s'il n'y a pas de difficulté technique, passent très correctement. Et puis, il y a les CIV associés à une fuite aortique. Le pronostic est à la qualité de la réparation chirurgicale, parce que si on ferme la CIV et qu'on laisse une partie de fuite aortique, là aussi, on n'a pas simplifié le post-opératoire et surtout l'évolution à long terme de ce patient où il faudrait y retourner. Alors, on revient à ce qu'on explique toujours dans ce DU, face à un shunt gauche-droit, eh bien, le but de l'anesthésiste au bloc opératoire, comme de la même façon le but du réanimateur ou du cardiologue en soins intensifs, si jamais il faut prendre des mesures de réanimation sur ce patient, c'est éviter de déséquilibrer ce shunt. Parce que si on le déséquilibre dans le sens où on l'augmente, on va noyer les poumons très rapidement. Et je peux vous dire que le déséquilibre, il est facile à provoquer et le résultat, il est extrême.
on peut très bien avoir sur table un malade intubé, on déséquilibre le shunt et on peut aboutir à ce qu'on ait un œdème hémorragique, un œdème pulmonaire hémorragique. Donc c'est pas une vue de l'esprit, hein. Le déséquilibre de shunt, je vous dis, ça marche. Il vaut mieux pas le faire exprès, mais ça marche. Donc comment est-ce qu'on peut jouer? On en a déjà parlé, le contrôle des résistances vasculaires systémiques, le contrôle des résistances vasculaires pulmonaires, et puis éventuellement jouer sur la fonction myocardique. Ça, on en a parlé lors du premier module. Si on déstabilise le rapport QPQS, le risque majeur, je viens de le dire, c'est la surcharge de la circulation pulmonaire qu'on va créer, qui va se faire aux dépens de la circulation systémique. Donc on va avoir un hyperdébit pulmonaire associé à un hypodébit systémique, qui en même temps, si vous baissez le débit en systémique, vous allez contraindre, vous allez diminuer la perfusion coronaire, avec des risques spécifiques, hein. On joue un petit peu, la perfusion coronaire baisse et d'un seul coup il fibrille. Donc vous voyez que ce genre de déséquilibre de la balance, les conséquences sont redoutables. Alors, je l'ai dit mais je le répète, un des éléments trivial, on va dire, aussi bête, c'est on prend en charge ce patient, il n'est pas très bien, on l'oxygène. On l'oxygène, on met 100% d'oxygène, et puis si c'est un début d'induction d'anesthésie, il ne respire plus, on le ventile. La ventilation qu'on a en général, la plupart des gens ont une ventilation qui est supérieure aux besoins du patient. Donc naturellement, quand on ventile à la main un patient, on tend à l'hyperventiler. Hein, c'est extrêmement rare d'arriver à ventiler en gardant une capnie normale. Si vous faites l'expérience, vous verrez que c'est assez difficile. Donc là, on vient de rassembler deux éléments terribles. L'hyperoxie qui entraîne une vasodilatation pulmonaire, et puis l'hypocapnie qu'on est en train de créer par l'hyperventilation, là aussi ça entraîne une vasodilatation pulmonaire, ça augmente le débit sanguin pulmonaire et vous allez avoir les conséquences dont j'ai parlé. Et ça c'est du schéma classique vu plein de fois, et puis au bout d'un moment on ne comprend pas parce que la pression artérielle baisse. Évidemment, ça se fait aux dépens du débit systémique. Et qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire comme bêtise à ce moment-là? La pression systémique baisse, ben on met des drogues. Et si vous mettez des drogues, hop là, cercle vicieux. Là, vous avez perdu. Hein, on met des drogues, plus on en met, moins ça va, plus il va s'arrêter. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est on arrête de ventiler. Vous enlevez le ballon, vous enlevez l'oxygène. Puis vous regardez les saturations, puis vous allez voir en quelques instants, la pression artérielle remonte, les saturations vont commencer à décrocher un peu, tant mieux, et vous reprenez l'équilibre. Et là, si vous devez reprendre la ventilation, ben vous essayez de ventiler normalement et surtout la FiO2, vous la baissez. Vous redémarrez à FiO2 basse, voire en air, et vous regardez les saturations. Si les saturations sont trop basses, ben vous rajoutez doucement de l'oxygène, vous montez 30, 40, 50%. Si vraiment c'est très très bas à un moment que ça vous fait peur, vous mettez 100%, mais surtout vous êtes prêt à redescendre tout de suite. Le problème, il se crée parce que les gens, par habitude, mettent 100% et puis voilà, on va vaquer à nos occupations pendant un long moment à 100% des FiO2. Pendant ce temps-là, les dégâts sur l'hyperdébit se font. Hein. Donc ça, c'est un truc à adapter en temps réel. En permanence, il faut que vous adaptiez votre ventilation, votre FiO2 en fonction de l'état d'équilibre du patient. Bon, il y a des moments où il est en équilibre, donc c'est bon, mais perdez pas de vue. Un exemple typique, c'est pour l'induction d'anesthésie. On le ventile, on va le curariser, on va l'intuber, et puis on met les réglages du respirateur, on laisse 100% d'oxygène, voilà, et puis on va prendre un cathé en jug interne, donc on tourne la tête, on va mettre le champ, on s'installe. Et souvent, plus beaucoup de personnes regardent les paramètres hémodynamiques et entre autres les saturations. Alors si vous avez des NIRS, on voit encore mieux, je vous conseille de mettre les NIRS, mais plus personne regarde. Puis à un moment, tout le monde s'affaire à mettre des voies d'abord, et à un moment on fait « Oh là là, il n'y a plus de pression systémique ». Et comme vous n'avez pas encore d'artère, ça vous ne le voyez pas tout de suite. Hein. Donc ça peut être une phase extrêmement critique. Mais si vous avez bien compris le mécanisme, même si cette phase-là, vous n'avez pas beaucoup de monitoring, mais au moins vous le savez. Vous savez que c'est une phase dans laquelle il peut se passer plein de choses. Donc, en post-opératoire, sur les CIV 2B, avec des rapports de pression élevés, PAP sur PA supérieur à 50%, supérieur à 80, voire 1, rapport de 1. On est dans une situation à risque d'avoir de l'HTAP réactionnel une fois la CIV fermée. Alors, ça ne s'exprime pas tout de suite,
par rapport à la fin de l'intervention. On aura pu arrêter la CEC, on aura pu facilement maintenir l'équilibre avec un petit peu de drogue, tenir la fonction gauche très facilement, un minimum de drogue. On n'aura pas forcément utilisé de vasodilatateur parce qu'il n'y a pas d'HTAP à ce près. Par contre, là où ça va apparaître, c'est lié à la dysfonction endothéliale vasculaire pulmonaire, ça va commencer à apparaître lorsqu'il y aura des éléments qui vont stimuler cette dysfonction. C'est quand on va surrajouter des choses. Par exemple, le malade a mal. Par exemple, le malade se réveille. Là, d'un seul coup, vous avez une stimulation sympathique et qui va activer cette réactivité. L'ennui, c'est que ça tombe sur un endothélium qui a l'habitude de résister bien au débit. Donc, si vous faites une stimulation sympathique, pouf, les résistances vasculaires pulmonaires se ferment. Alors que sur un malade qui n'a pas de problème pulmonaire, bon, il passe à travers, il n'y a pas de souci, personne ne voit ce qui se passe et en plus, il n'y a pas de problème. Il supporte, sa pression artérielle monte un peu, mais il supporte. Alors que ces patients-là, qui avaient une dysfonction endothéliale préexistante depuis des mois, eh bien, une fois qu'on a fermé la CIV, la dysfonction endothéliale persiste. Elle n'est pas au courant qu'il n'y a plus de débit, elle va mettre 15 jours, 3 semaines à le savoir. Et puis en plus, la CEC, par son mécanisme inflammatoire, dont on a déjà parlé, eh bien, se surajoute pour aggraver la dysfonction endothéliale. C'est pour ça qu'on a cette capacité d'avoir de la réactivité brutale. Parce que souvent, les gens, ils ne comprennent pas d'où ça tombe, d'où ça vient. On a fermé la CIV, la CEC s'est bien passée, il n'y a pas de raison de ne pas le réveiller, et c'est là que les ennuis commencent. Hein. Mais bon, quand on comprend l'histoire, on sait d'où ça vient. Alors, ce qu'il faut avoir, c'est du monitoring. Et là, on va tomber sur une question cruciale. Il y a un certain nombre d'endroits où les gens ne vont pas monitorer ça. Il y en a d'autres où ils vont monitorer. Si on ne monitore pas, c'est comme rouler en voiture sans compteur de vitesse. Par rapport au radar, vous verrez bien ce qui se passe. Vous pouvez avoir le feeling que vous êtes à la bonne vitesse ou pas. Et si vous mettez des éléments de monitoring continu, à tout moment, vous allez savoir si vous franchissez ou pas l'excès de vitesse. Et c'est fondamental. Mais ça, c'est un problème, comment on va dire, pas de religion, mais presque. Il y a des endroits, il y a des équipes, c'est pour ça que j'aimerais bien t'interviewer sur tes pratiques. Il y a des endroits, il y a des équipes, c'est non. Une CIV, on ne met pas de KTAP, c'est bon quoi, on peut s'en sortir. Hein, je pense que peut-être vous êtes dans des endroits où ça se passe comme ça. Le problème, c'est que vous avez des difficultés, voire des morts, où les gens ne comprennent pas. Pour avoir été interviewé un certain nombre de fois dans des situations où les gens me demandent mon avis, et l'hypothèse qu'ils font, on a opéré une CIV, il allait pas mal, ça s'est bien passé, puis d'un seul coup il allait plus bien, il est saturé, il bradycardisait, on mettait des drogues. Bon, on a pensé qu'il faisait de l'HTAP. Si l'écho est suffisamment rapide pour voir qu'il fait de l'HTAP en direct, c'est bon. Mais si le patient est sédaté, si le patient à nouveau est bien ventilé, s'il est bien oxygéné, pour peu qu'on mette, on a compris, on mette du NO, l'écho, elle va montrer un patient qui est équilibré sous les traitements. Et donc après, c'est des discussions sans fin. Mais non, il n'a pas fait l'HTAP, regarde comment il est. Ouais, sauf qu'on a mis tout le traitement pour éviter l'HTAP. Donc si vraiment on veut savoir, aller au fond des choses, ben, moi j'insiste, il faut du monitoring. Hein. Mais vous verrez que en fonction des centres où vous serez, des fois, ben, vous n'aurez pas gain de cause. Hein. Le chirurgien, il ne sera pas d'accord pour vous mettre un cathé dans l'artère pulmonaire. En sachant que le cathéter dans l'artère pulmonaire, en fin d'intervention, c'est pas très compliqué. C'est un cathéter qui va mettre, surtout chez les petits, hein, c'est pas nous qui pouvons les mettre, c'est forcément transinfondibulaire. Il va le mettre à travers l'infondibulum, le pousser dans le tronc de l'artère pulmonaire, et puis au mieux, c'est de prendre des cathéters qui en plus peuvent avoir la mesure optique de la SVO2. Donc vous avez en continu, pression pulmonaire, SVO2. Là, vous allez suivre parfaitement ce qui se passe. Et puis, l'intérêt de la NIRS, si on ne vous a pas mis de KTAP, eh bien la NIRS, d'une façon indirecte, par cette relation entre les NIRS cérébrales et NIRS systémiques, qui a été démontrée par Gary Hoffman, multipliée par un coefficient, vous allez avoir une très bonne corrélation avec la SVO2. C'est la SVO2 du réanimateur si on n'a pas voulu lui mettre de cathéter. Vous allez pouvoir vous en sortir. Ça va vous aider. L'ennui, c'est que ça ne vous donne pas les pressions pulmonaires. Mais ça vous donne vraiment ce qui se passe en termes d'épisodes de grande désaturation.
parmi l'hypothèse principale, c'est le bas débit lié à une HTAP. Mais pas seulement. C'est pour ça qu'il faut s'aider de l'écho en même temps. Alors, je vous en ai parlé, hein, la CEC, elle va entraîner un déséquilibre de la fonction endothéliale en diminuant l'activité de la hénosynthase, mais en laissant le tonus vasoconstricteur représenté principalement par le médiateur endothéline à haut niveau. Et comme ce sont des patients qui, depuis des mois et des mois, luttent contre un hyperdébit, ils ont un niveau de sécrétion d'endothéline très élevé. Évidemment, c'est comme ça qu'ils essayaient de se contrôler. Mais si pendant la CEC, l'adénylcyclase disparaît complètement, alors à la fin, il ne reste plus que l'endothéline. Donc, ce tonus vasoconstricteur, il va être permanent pendant encore des semaines. Et comme j'ai dit tout à l'heure, sur des stimulations sympathiques, quelles qu'elles soient, hein, entre l'algie, l'aspiration trachéale, le réveil, eh bien, hop, la réponse en termes de crise d'HTAP va être immédiate. Et puis, vous savez qu'il y a des éléments qui favorisent ça. L'hypoxie, l'hypercapnie, les situations d'acidose. Vous avez des problèmes respiratoires. Le malade a un encombrement majeur. Vous avez une sonde d'intubation qui est trop poussée. Vous allez créer petit à petit une situation d'acidose, d'hypercapnie, où vous allez favoriser la survenue de l'HTAP. Après, comme on l'a dit tout à l'heure, ça dépend de l'âge. Plus on est proche du nouveau-né avec l'hyperdébit, alors lui il majore tout, hein. Il majore à la fois la persistance de l'HTAP néonatale, le contexte de shunt gauche-droit, donc c'est vraiment des patients difficiles. Et de l'autre côté, lorsqu'ils sont plus âgés, le risque d'avoir un endothélium déjà extrêmement pathologique, peu réversible. D'où l'intérêt des mesures OKT, ça on a déjà parlé. Enfin, il y a quelque chose qu'on avait inventé il y a longtemps, même avant Necker. On avait compris que lorsqu'il y avait de l'HTAP, il y avait très vite une dysfonction du UVD majeure et que malgré tout ce qu'on faisait à l'époque, avant le Héno, on ne s'en sortait pas. Et donc petit à petit est venue l'idée de dire on n'a qu'à laisser un petit shunt à travers le septum auriculaire, comme ça ça échappera et ça shuntera droit, gauche. Alors ça, ce genre de modèle, ça a été réinventé aussi dans la fenestration du Fontan, on en parlera, mais ça a permis de soulager et de sauver beaucoup de malades, parce que quand ils font un VD accordéon, qui se met vraiment à se dilater, à être insuffisant, le fait de pouvoir temporairement shunter gauche-droit, alors au prix d'une désaturation, ça l'empêche de mourir. Donc ça a été un moyen simple, d'autant que cette CIA-là, au pire du pire, elle peut être fermée secondairement par cathétérisme. Alors, l'évolution post-opératoire des CIV, je vous l'ai dit tout à l'heure, une CIV 2A, le problème de l'HTAP n'existe quasiment pas, donc on va aller vite. La réparation, si elle s'est bien passée, le clampage n'a pas été trop long, ça va aller vite. Peu ou pas du tout d'inotrope, on extupe très vite et ça fait moins de 3 jours de réa, même moins encore, et normalement, sur les CIV2B, il ne doit pas y avoir de mortalité. Pour les CIV2B et a fortiori quand il y a des CIV multiples, c'est vraiment les patients, pour tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, vous avez compris, on risque vraiment d'avoir des ventilations prolongées. Souvent, très souvent, ils ont un support inotrope assez conséquent, et puis on va avoir à faire face à l'HTAP, et donc on va associer les traitements anti-HTAP, et la mortalité, elle est encore présente, même dans les grands services, de l'ordre de 2-3%, mais elle est encore présente parce qu'il peut y avoir des tableaux extrêmement complexes. Et puis la CIV4, à poumon protégé, j'en ai parlé déjà tout à l'heure. Alors, les complications, la CIV, vue sous l'angle du réanimateur. Mais c'est comme a fini le chirurgien tout à l'heure, le shunt résiduel. Bien sûr, s'il y a un shunt résiduel, ça va compliquer énormément de choses. Les troubles du rythme, les défaillances ventriculaires, l'HTAP et puis les troubles de ventilation. Le shunt résiduel, ça existe. Il y a différentes publications qui ont montré que on pouvait être à 10% de shunt résiduel. Surtout les CIV trabiculés et musculaires, parce que c'est vrai que techniquement, c'est des fois extrêmement compliqué d'accès, que ça peut rester. D'autant qu'elles étaient peu visibles auparavant, parce qu'il y avait peut-être d'autres CIV plus importantes, et le shunt ne faisait pas par ces tout petits passages à la pointe, par exemple.
Et puis lorsqu'il ne reste plus que ça, eh ben, le shunt il se fait par là. Et donc à ce moment-là, on les voit mieux. Et l'ennui, c'est que si on les voit secondairement, ben, il va falloir y retourner encore, ou bien peut-être les fermer par cathétérisme. Après, il y a le fait de voir des petits passages en écho en bordure de patch. Ben, ça dépend un petit peu de la façon dont le chirurgien va mettre ses points. Et en général, c'est des micro-shunts, c'est parfaitement toléré, et on ne va rien faire de plus. Après, il y a un problème qui est très ennuyeux, que j'ai déjà vécu quelques fois, c'est lorsque les chirurgiens ont une technique qui consiste à fermer la CIV avec un surjet. C'est-à-dire qu'avec un même fil ou deux, ils vont faire tout le tour de la CIV comme ça, comme un ourlet. Alors des fois, quand il y a deux fils, c'est la moitié d'un côté, la moitié de l'autre, ça limite un peu les dégâts. Mais pour avoir vécu des lâchages de suture par rupture de fil, et la rupture de fil, ça, le chirurgien ne peut absolument pas l'anticiper, parce qu'il suffit que quelqu'un, sur la table, ait malheureusement pincé le fil, et donc il l'a fragilisé, ça c'est complètement invisible, et secondairement, lorsqu'on a des pressions à l'intérieur du ventricule, des étirements, ça casse. Et ceux que j'ai vécu, en général, ça s'est toujours très mal fini. Parce que d'un seul coup, le lâchage de du patch, de la moitié du patch, ou le patch qui vole comme ça dans la cavité, ça se finit pas bien. Donc, ça, c'est un élément purement technique que les chirurgiens doivent maîtriser. Mais par contre, en réanimation, quand vous voyez un shunt qui est en train de prendre de l'importance, il faut tout de suite se dire qu'il y a un truc qui est en train de lâcher. Parce que s'il y a un shunt, normalement, il ne bouge pas dans sa taille. Si d'une fois sur l'autre, il commence à augmenter, il faut absolument discuter avec le chirurgien pour savoir comment il a fermé. S'il a fermé par des points séparés, a priori, ce n'est pas le cas, ça ne va pas arriver. Par contre, s'il dit j'ai fait du surjet, attention. Alors, la conséquence, ça va être cette défaillance ventriculaire, et puis, il va aggraver, pas seulement pour le lâchage de suture, mais d'une façon générale. Lorsqu'il y a un shunt résiduel, on va continuer d'avoir un shunt gauche-droit, et on va continuer l'aggravation de la défaillance ventriculaire. Et puis aussi un énorme problème, c'est que d'un côté, on a une dysfonction endothéliale qui peut évoluer vers l'HTAP réactive, et puis de l'autre côté, on a encore de l'alimentation par du débit pulmonaire. Donc, si vous mettez des vasodilatateurs pulmonaires pour traiter votre dysfonction endothéliale, eh bien, vous aggravez l'hyperdébit pulmonaire. C'est une impasse, on est coincé. Donc, avant de traiter et de mettre des vasodilatateurs pulmonaires, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de shunt résiduel ou qu'on n'alimente pas un shunt résiduel. Il arrive qu'on voit un tout petit shunt à l'écho avec une taille borderline. Le borderline, c'est 2 mm, la discussion pour dire est-ce qu'on reprend, on ne reprend pas. Un peu au-dessus de 2. On met des vasodilatateurs pulmonaires parce qu'objectivement, le patient fait de l'HTAP et est très réactif. Et à ce moment-là, quand on remesure le shunt, oula, il est beaucoup plus important et plus conséquent qu'on imaginait, mais parce qu'on s'est mis dans des situations où on le favorise. Donc la discussion va être là, on va staffer ces patients avec les chirurgiens, les cathétériseurs. Est-ce que c'est abordable à nouveau par la chirurgie? Est-ce qu'il vaut mieux pas préférer du cathétérisme? C'est tout l'enjeu de la discussion sur ces patients. L'écho, on va encore insister là-dessus, c'est majeur, majeur. Et surtout majeur, et vous voyez que ça date pas d'hier, hein. 95, il y avait déjà un énorme travail à la Duke University où ils ont pris sur 1000 patients opérés, une étude super, d'écho systématique au bloc opératoire. Même si on dit oh, c'est nickel, il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu de problème. Systématiquement, un cardiologue évaluait les patients au bloc opératoire alors que la CEC venait d'être arrêtée mais canule en place. Évaluation. Systématiquement, Gorlider, il s'est travaillé, mais ça n'empêche, il le faisait systématiquement. Et bien malgré ça, ils arrivaient à trouver 3 à 4% de shunt résiduels qui nécessitaient la reprise immédiate. Eux, ils mettaient la reprise immédiate. Mais évidemment, c'est plus facile de reprendre un shunt quand vous avez encore les canules en place. On repart. On va clamper à nouveau, cardioplégie, ils réparent, ils savent parfaitement où c'est, et le problème est réglé. Si vous ne faites pas ça, le malade rend rien avec ce shunt. Et là, dans les difficultés, on va mettre du temps, on va réfléchir, et c'est peut-être que 2, 3, 4 jours plus tard, après beaucoup de difficultés de réanimation, qu'on va se poser la question d'y retourner ou pas. Hein? Donc, cet intérêt de l'écho systématique pour contrôler la fermeture de shunt, elle est vraiment indispensable.
Et puis aussi, ça va nous donner des renseignements sur la fonction biventriculaire, on va en parler, et puis aussi, en plus du cathéter, ou si vous n'avez pas de cathéter, déjà on va mesurer les PAP. Mais alors en fait, il se passe quelque chose. C'est que la plupart du temps, quand on mesure les PAP à la fin d'une intervention pour fermeture de CEC, elles sont quasiment normales. Si elles sont élevées, c'est qu'a priori, il y a un shunt. L'HTAP, comme j'ai dit tout à l'heure, elle survient secondairement. Et c'est justement le fait que la PAP soit quasiment normale à la fin de la CEC qui fait dire à certains, bah, on n'a pas besoin de KTAP, hein, puisque c'est normal. Sauf que on ne peut pas préjuger de ce qui va se passer. Et lorsqu'on est sur des patients vraiment à risque de faire de l'HTAP réactionnel, ce qui va se passer dans la nuit du deuxième jour, personne ne le sait. Par contre, c'est bien d'être informé immédiatement. Concernant les troubles du rythme, Alexandre en a parlé tout à l'heure, le problème, il est par rapport... D'abord, c'est quand même rare, hein, si l'opération et le chirurgien a bien passé ses points, c'est quand même extrêmement rare. Deux choses, soit ça survient dès le déclampage et le cœur il fait rien et il ne travaille qu'avec un entraînement électrosystolique. Là au moins on va récupérer une fréquence et on va récupérer une hémodynamique. Soit alors c'est une apparition décalée, c'est-à-dire que sur le plan physio, ça veut dire qu'au maximum de l'œdème lié à l'inflammation, c'est-à-dire entre 6e, 10e, 12e heure, là on va commencer à voir apparaître des troubles du rythme et hop, le blocage va apparaître. C'est un petit peu la même notion. L'ennui, c'est qu'il va falloir se poser la question après de est-ce que ce patient doit être appareillé ou pas. Donc les discussions avec les rythmologues sont sans fin et en fonction des équipes, en fonction des publications, la décision peut se prendre en disant, bon, il a fait un passage en bloc qui a duré quelques heures, mais les risques un jour de récidive existent. Donc il y a des équipes qui vont systématiser dans ce cas-là la mise en place d'un PES au bout d'une semaine ou au bout de 15 jours. Donc ça c'est vraiment en fonction des équipes. Toujours est-il qu'un patient qui a fait un bloc, même un bloc transitoire, il ne faut pas le lâcher dans la nature trop vite. C'est-à-dire qu'une fois qu'il sera sorti de réanimation, c'est bien d'avoir encore une surveillance scopique pendant un certain temps dans le service de cardio, parce que la décision est quand même lourde de conséquences. Hein. Si on décide de ne pas le mettre et que secondairement il y a un accident, c'est quand même terrible. Et c'est vraiment difficile à prendre comme décision, mais maintenant il y a des rythmologues de haute volée qui sont capables de réfléchir pour nous. Alors, un point qui est extrêmement important, c'est la défaillance gauche qui peut apparaître. Pourquoi gauche? Eh bien, parce que le fait de fermer une CIV et que l'ensemble du débit qui auparavant passait à la fois par la CIV et à la fois par la valve aortique est contraint de passer essentiellement par la valve aortique. C'est comme si on avait fait une augmentation majeure de post-charge du VG, c'est comme si on avait vasoconstricté très très fort en systémique. Alors, un ventricule gauche normal, au mieux de sa forme, il est capable de supporter ça et ça va se traduire par une augmentation de la pression artérielle. Par contre, un ventricule gauche qui sort d'un clampage aortique, qui sort d'une CEC, il y a forcément une dysfonction ventriculaire inhérente au clampage, à la protection. Alors si la protection est mauvaise, c'est encore pire. Et donc, vous allez avoir un ventricule gauche qui peut avoir une dysfonction majeure, à tel point que les anglo-saxons ont réservé le nom de pompe-off. Voilà, pouf, ça ne marche pas à gauche. Et pendant longtemps, les gens avaient un peu de mal à comprendre cette notion parce qu'ils attendaient plutôt une dysfonction à droite. Non, c'est à gauche que ça se passe surtout. Et donc, c'est là-dessus où il va falloir être capable de bien apprécier cette fonction ventriculaire, de l'intérêt de l'écho immédiat, parce que là, ça, on le voit tout de suite au moment où on va arrêter la CEC. Hein. On voit les prémices d'une dysfonction qui va prendre de l'ampleur dans les heures qui suivent et qui peuvent être vraiment problématiques à la 12e heure. Donc, à la fin de la CEC, en fonction de la performance du ventricule gauche, on va pouvoir anticiper, on va pouvoir mettre les drogues qui conviennent. Si vous mettez beaucoup de drogue pour aider un ventricule gauche, vous mettez beaucoup d'inotropes,
attention à ce que vous n'ayez pas un épuisement qui survienne et que vous n'ayez pas passé l'heure de la décision de mettre une ECMO. Hein. Maintenant, c'est quelque chose qui va falloir intervenir rapidement dans la tête. Après, on peut avoir des situations anatomiques qui favorisent ça. Il y a des patients qui manifestement ont un VG qui est petit. Ce n'est pas un VG borderline, mais un VG qui est d'une structure relativement limitée et avec une baisse de sa compliance. Et donc, dans ce contexte de fermeture de CIV, ça va être l'épreuve impossible quasiment pour lui. Hein. Donc, il y a des prémices de cela qui peuvent être observées en préopératoire et de se dire attention, lui, il va nous poser des problèmes. Hein. Il y a un shunt, il y a un hyperdébit, il y a un petit VG. Voilà, tout est rassemblé pour qu'en post-opératoire, on ne peut pas dire à la famille 2 jours de réa, ça va aller. Non, non, celui-là, il faut dire attendez, on va faire 1 semaine, 10 jours, on va voir, etc. Là, il faut vraiment les avertir de ça. Bien sûr, les CIV larges opérés tardivement parce qu'on a affaire à des résistances qui sont élevées et qui vont durer. Et puis, si on a fait une mauvaise protection myocardique, que le clampage a duré longtemps, c'est sûr qu'on va le payer. Alors, les troubles de ventilation, je vais passer vite parce que je vous ai déjà parlé pourquoi ça arrivait. Et puis, c'est aggravé par la CEC qui va libérer des leucotriènes de fait de son inflammation qui aggrave la bronchoconstriction. Alors, vous avez déjà un arbre trachéobronchique qui a tendance à être un peu bronchomalacique. Des fois, c'est réellement de la bronchomalacie. Plus une tendance, là aussi, à une réactivité exacerbée des bronches par les leucotriènes. Donc, on a vite des gros problèmes ventilatoires en post-opératoire avec ces patients. Et ça fait vraiment l'intérêt des techniques de ventilation dans lesquelles on va faire de l'open lung, on va essayer de recruter, on va utiliser des pipes de niveau adéquat, on va faire beaucoup de kinésithérapie, on va faire du décubitus ventral. Il faut vraiment travailler beaucoup là-dessus, tout le temps avoir l'obsession d'avoir des poumons les plus nets possibles. Mais la bagarre à mener, elle doit être très très attentive. Et il arrive quelquefois qu'on se retrouve avec des atélectasies vraiment extrêmement préoccupantes et il faut y aller en fibroscopie pour récupérer ça. Et quand on a des atélectasies de cette sorte-là, elles sont assez... on arrive à s'en sortir justement en jouant beaucoup sur le changement de position du malade. Hein, décubitus latéral, décubitus ventral, et on voit qu'il y a des positions qui l'aggravent ou au contraire qui les améliorent. Et le problème aussi, c'est que le problème de la surinfection, hein, avec tout ce que j'explique là, si jamais vous étiez laissé aller à opérer un malade un peu limite sur le plan infectieux, eh bien, malheureusement, il y a beaucoup de risques pour qu'il se surinfecte sur le plan pulmonaire. Alors, ça dure combien de temps, ça, ces problèmes-là? Eh bien, le temps que l'adaptation des vaisseaux pulmonaires qui vont perdre en taille progressivement parce qu'ils ne supportent plus un hyperdébit comme ils l'ont eu pendant des mois, et petit à petit, ce conflit va disparaître. C'est-à-dire que après la fermeture d'une CIV, dans les semaines qui suivent, on peut encore avoir des problèmes ventilatoires, même les patients rentrés chez eux peuvent être encore extrêmement fragiles sur ce plan-là. Alors, l'intérêt de la déventilation précoce, eh bien, la ventilation prolongée, c'est évidemment, vous savez tout ça, entre la surinfection, un point très important, le déconditionnement du diaphragme. Et donc, lorsqu'on va vouloir commencer à remettre le patient en aide, mais ça, je pense qu'Alice Bordessus vous a bien expliqué tout ça, eh bien, on va encore perdre du temps parce que le diaphragme doit retrouver une activité. Alors, c'est là où les méthodes qui travaillent sur détecter l'activité diaphragmatique, comme l'ANAVA, ont beaucoup d'intérêt parce que en permanence, on va faire en sorte de ne pas perdre cette activité du diaphragme, de façon à ce qu'au moment où on va vouloir le sevrer, eh bien, le diaphragme sera présent. Si on le laisse curariser pendant plein de jours, au moment où vous arrêtez le curare et vous voulez qu'il respire, ben, le diaphragme il a perdu 50% de sa musculature, on va dire, et il ne va pas travailler. Je pense que Marilyn Levy, j'ai vu son cours, je pense que Marilyn Levy a insisté là-dessus. Il y a une espèce de cercle vicieux entre inflammation, infection et HTAP. Le fait qu'on ait de la dysfonction endothéliale pulmonaire sur des artères dilatées, le conflit proche des bronches, ça tend à favoriser l'inflammation au niveau des bronches. Inversement, lorsque on a une surinfection pulmonaire avec une atteinte de l'épithélium bronchique et la proximité des vaisseaux pulmonaires, là encore,
on a un dialogue qui va se faire dans le mauvais sens, qui va favoriser la réactivité pulmonaire dans le sens de la vasoconstriction. Donc, infection et HTAP, c'est un très très mauvais couple, dans la mesure où, une fois qu'un malade qui a de l'HTAP, comme une CIV, comme un VPA, Troncus, on va en parler, eh bien, si la surinfection arrive, on va avoir des difficultés pendant au moins 15 jours, 3 semaines. On va mettre beaucoup de temps à traiter l'infection pulmonaire parce qu'en même temps, c'est un malade qui fera de l'HTAP de façon continue. Et là, c'est ce qu'on va voir pour finir. On va voir un ou deux, je sais plus, 2-3 cas cliniques dans lesquels justement il y a cette prolongation. Là, vous avez un patient qui a un retard staturo-pondéral, CIV haute avec un gros débit à l'écho, VG dilaté, AP dilaté, il va bien. Bon. Il est opéré à 3 mois, à 7,3 kg. Ça va encore, elle n'est pas trop perdue. La CEC, 85 minutes, un clampage de 53. Il sort avec une petite dose, 0,5 de chorotrope, à l'écho, à la sortie, VG dilaté, bonne cinétique, PAP basse, extubé H4, sevrage chorotrope, prolélopril, et il sort à J2. Donc là, on est dans une phase, c'est pas indiqué, mais le niveau des pressions pulmonaires, on était à la limite entre CIV 2A, 2B, autour de 0,4, 0,5. C'est-à-dire que si on s'y prend bien, si on va vite,